Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir pour la troisième fois Vincent Message et pour la première fois Chloé Corman. Donc ils vont faire un exercice traditionnel chez Caribe depuis 5 ans, donc de libraire invité, en nous présentant 7 ouvrages qui leur tiennent particulièrement à cœur. Alors je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, c'est un peu mystérieux. Qui a choisi quoi? Est-ce qu'on le saura? On ne sait pas. On va voir. On est en tout cas vraiment très heureux de les accueillir. Et puis en fin de rencontre, comme il est également de tradition quand il s'agit d'auteurs ou d'éditeurs, on dira quelques mots rapides sur leurs 5 ouvrages, en fait. 5 de leurs ouvrages ou leurs 5 ouvrages. Enfin, voilà, et donc c'est à vous. Merci Hugues. Merci. Alors, on s'est réparti les livres, mais on s'est pas dit exactement ce qu'on allait raconter. Et en tout cas, je vais commencer avec une introduction un peu paradoxale, qui est comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Je m'étais promis de prononcer le titre en entier pour une fois. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, de Pierre Bayard. J'ai décidé d'en faire un peu un talisman parce que finalement c'est un peu intimidant de parler des livres, et ce que raconte très bien cet essai, c'est comment parler des livres qu'on n'a pas lus, mais aussi à travers ça comment parler des livres. Et en fait c'est un essai que j'ai lu je pense à sa sortie et qui m'a vraiment pas quitté depuis toutes ces années, qui pour moi crée une sorte de son très très rassurant et me transmet une sorte d'énergie et de colère que j'aime beaucoup dans un paysage médiatique et culturel qui est parfois très, je trouve, réactionnaire en fait. Et comment parler des livres que l'on n'a pas lus sous un habillage très savant, avec une très grande maîtrise des références livresques. Pierre Bayard nous emmène dans un essai qui est vraiment un manifeste contre l'élitisme. Alors ça résonne aussi particulièrement depuis que je suis enseignante. Et puis ça dessine un rapport à la lecture qui est extrêmement émotionnel. Et ça dessine aussi un chemin dans l'apprentissage de la lecture, parce que ce que raconte cet essai, c'est que en fait dans le credo donc élitiste qui fait croire que être lettré, enfin qui fait croire que pour lire les livres il faut être lettré, et que être lettré c'est lire un livre de façon extensive du début à la fin, en fait c'est une façon de fermer la porte au rapport à la lecture, au rapport au livre, parce que pour approcher les livres, pour se mettre à les lire, il faut accepter, faut être accueilli pour en parler, même quand on n'en a lu que des bribes, ou même quand on en a entendu par oui dire, et même quand on s'en souvient qu'à moitié. C'est pour ça aussi que je vous disais que c'était un peu un talisman pour ce soir, parce que je vais vous parler de livres que j'ai parlé plus récemment, mais aussi que j'ai lu beaucoup plus récemment, ou d'autres il y a assez longtemps, et donc que j'ai aussi largement oublié. Et donc il y a une question de la légitimité à en parler, et pourtant leur empreinte est intense. Donc ça autorise aussi à en parler et à raviver des souvenirs. Et d'abord, alors bon, pour contrer ça, le fait que ce soit une ignorance totale que d'avoir oublié un peu un livre ou de l'avoir un petit peu lu, Pierre Bayard fait une première chose, c'est que il refuse que le non-lu ce soit un bloc. Et il fait, alors je vous disais que ça a des dehors très scientifiques, mais qui en fait sont souvent assez humoristiques. Donc par exemple, le livre commence par une table des abréviations qui décline. Donc LI, livre inconnu, qui, donc je le rappelle, LI n'exclut pas la possibilité d'en parler. LP, livre parcouru, ça c'est quand même très fréquent dans ma vie aussi dans les librairies. LE, livre évoqué. Et il y a LO, ça aussi c'est très beau, très touchant, c'est le livre oublié. Et je me rends compte que cette classification, en fait, elle est vitale, même parce que en fait, aimer les livres, c'est être dans une sorte de rapport de profusion. Moi, par exemple, je peux passer régulièrement 1 heure à lire des résumés de bouquins et être
totalement immergée dans l'impression que je suis en train de les lire alors que je suis en train de lire des résumés. Alors c'est vrai aussi pour les films, mais je peux passer une demi-heure à lire des résumés d'histoire dans un supplément Télérama. J'aime bien ça. Et même en enseignant cette année, par exemple, j'ai proposé la lecture à mes élèves de livres que j'ai pas lus. Et donc, on va voir le résultat. Mais en fait, j'étais très contente. Je me suis dit, ah bah comme ça, ils m'en parleront. Et, et je saurai s'ils sont bien. Donc en fait, j'aime bien être dans ce rapport de profusion là. Bon, c'est un livre qui a des dehors d'humour, qui a des dehors aussi de se moquer d'une certaine rationalité. Il va imiter les traités du 18e. Tous les chapitres commencent par un ou de hey. Qui a pas un ou de traité 18e, par exemple, où l'on pose avec Montaigne, je vous disais bien que c'était savant, la question de savoir si un livre qu'on a lu est complètement oublié et dont on a même oublié qu'on l'a lu, est encore un livre qu'on a lu. Donc, tous les chapitres commencent par ces paradoxes, par toujours un état d'esprit un peu, parfois même un peu potache, même quand il va chercher Wilde. Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique. On se laisse tellement influencer. C'est pas les références qui me plaisent le plus, Wilde et Valérie dans le livre, parce qu'ils ont un esprit un peu, finalement, ironique qui m'intéresse moins que le reste. Mais, en tout cas, je trouve que oui, c'est un livre assez nécessaire pour contrer une ambiance d'élitisme. Je dirais que le chapitre central pour moi, celui qui m'a à la fois le plus amusé et le plus touché, c'est au milieu donc de ce parcours de la non-lecture. Il va raconter l'aventure d'une anthropologue chez un peuple d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle les Tives. Et cet anthropologue s'est mis en tête que les histoires, les grands textes sont universels et qu'il est évident que donc tous les grands textes peuvent être partagés avec tous les lecteurs. Et donc elle va en faire la preuve en partageant avec les Tives Hamlet. Et donc elle arrive, et c'est typiquement un récit d'expérience anthropologique où elle avait un projet scientifique et rien ne fonctionne selon ses intentions. Et d'abord ses interlocuteurs déjouent complètement l'archaïsme qu'elle leur prêtait. Elle voulait qu'ils aient un mode de vie très traditionnel et ils passent leur temps à pas du tout suivre les rituels et à boire et à avoir pas forcément envie de lui raconter leur mythologie personnelle. Donc elle passe beaucoup de temps à relire Hamlet, si bien qu'elle finit par intriguer quand même cette petite communauté des Tives, qui enfin l'invite à lui dire « Bon, mais alors, quel est votre projet? Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes là, au fond? Et c'est quoi ce livre que vous n'arrêtez pas de lire ?» Donc, elle rassemble tout le monde et elle décide de leur raconter Hamlet. En se disant, donc je rappelle le projet initial qui est, ils vont tout à fait comprendre cette pièce. Ça va ressembler à beaucoup de rituels et d'imaginaire et d'histoires qu'ils connaissent déjà. Et en fait, c'est une expérience catastrophique vis-à-vis de ses intentions. Tout est déjoué. Alors je vais pas passer par toute la démonstration, mais le plus frappant, c'est que le scandale central de Hamlet, qui est le remariage expéditif de Gertrude, la veuve, avec le frère de son mari, qui est censé quand même déclencher toute la colère d'Hamlet et sa volonté de vengeance, etc., est jugé, mais ridicule, par les Tives, qui lui disent « Mais elle est veuve pendant 2 ans, mais qui cultive son champ pendant 2 ans ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle reste toute seule ? C'est évident qu'elle devait se remarier plus vite que ça. » Donc vraiment le ressort un des ressorts centraux de la pièce est déjoué. Je voudrais vraiment retrouver le passage.
Et bref, c'est une histoire qui moi, ouais, qui moi m'a plu énormément pour tout ce qu'elle raconte de nos a priori sur la lecture. C'est-à-dire que là, on voit que ça démontre très bien qu'il n'y a pas de lecture, innocente, que la pièce peut être incomprise ou comprise différemment. Et alors, ce qui est génial dans cette expérience relatée par l'anthropologue, c'est surtout le dialogue qui s'instaure avec ses auditeurs, parce que ils n'ont pas lu la pièce, mais tout le monde a son mot à dire sur la pièce. Donc il y a une expérience de non-lecture là qui est extrêmement riche. Et puis après, ça raconte des choses même, je trouve, sur la tragédie. C'est-à-dire que point par point, enfin à chaque étape tragique de l'histoire, les TIV réagissent en disant, en gros, que les personnages de la pièce se rendent inutilement malheureux. Et donc ça raconte aussi quelque chose de très beau sur la tragédie, comme une espèce d'entêtement à la mélancolie qui n'est pas partagé par ses interlocuteurs présents. Et surtout cette légitimité de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Voilà. Et alors tout ce qui est derrière, c'est évidemment tout un discours que Pierre Bayard travaille aussi depuis plusieurs années et qui est très très beau sur le fait que en fait la non-lecture elle se fige sur des hontes sociales, hein, et c'est surtout on voit très bien que c'est contre ça qu'il joue dans son essai, en montrant souvent des non-lecteurs qui sont des personnages de savants, de gens respectés. Par exemple, à un moment, il va raconter la conférence d'un écrivain que tout le monde attend, que tout le monde respecte, et on va se mettre à la fin de la conférence à l'interroger sur des tas de livres sur lesquels chacun attend religieusement son avis. Et l'écrivain, à un moment un peu fatigué et brutalement, dit ah bah machin, je l'ai pas lu. Et du coup, machin est disqualifié. Et donc c'est pas du tout. Enfin, il commence par avoir un scrupule, par se dire je devrais l'avoir lu. Il attend. Bon. Et en fait, puisque c'est le grand écrivain qui le dit, ça passe très bien. Donc, ce que je trouve vraiment très beau, c'est ce que construit Pierre Bayard en disant qu'il y a plein de situations de non-lecture qu'il faut admettre parce que aussi elles font accéder à la lecture. Et voilà. Et en plus, c'est très beau parce que dans sa démarche de critique, souvent un critique c'est quelqu'un qui démontre, qui fait comprendre, mais en plus il termine même son essai avec des propositions positives pour aménager sa stratégie de non-lecture personnelle. Donc les conduites à tenir, c'est la troisième partie, les conduites à tenir, ne pas avoir honte, imposer ses idées, inventer les livres, parler de soi, et au fond ça construit aussi ce qu'on peut faire de sa lecture. Voilà, donc c'est un livre qui me quitte pas. Et Pierre Bayard, moi je le connais depuis quelques années puisque j'enseigne avec lui à l'université Paris 8 Saint-Denis et je pense que cet essai, il est aussi lié à la fréquentation de ce public étudiant qu'on a là-bas, qui est à la fois qui est assez extraordinaire en fait, où personne dans les salles ne connaît la même chose, n'a le même bagage culturel, et je pense que ça, cette nécessité de créer quelque chose un rapport désinhibé et pas intimidant au livre lui vient aussi de cette expérience et de cette prise de terre qu'il peut avoir, comme je peux l'avoir aussi dans un lieu comme celui-là. Alors moi je voudrais enchaîner sans trop de transition en vous parlant donc du premier des livres que j'ai choisi, qui est un livre de Juan Rulfo qui s'appelle Le Liano en flammes. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont entendu parler de Rulfo? Un petit peu. Donc Rulfo, c'est un auteur mexicain qui a très peu publié en fait. Il a écrit 2 livres seulement, et en même temps c'est des livres majeurs qui ont beaucoup marqué la littérature hispano-américaine par la suite. Il les a écrits tous les deux dans les années 50. D'abord un roman qui s'appelle Pedro Páramo. Non, pardon, l'inverse. D'abord ce recueil de nouvelles, c'est 17 nouvelles,
qui est paru en 53, et puis ensuite un roman qui s'appelle Pedro Paramo en 55. Donc c'était un moment assez décisif en fait de la littérature hispano-américaine, et juste après il y a eu toute cette génération du boom, et avec Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Cortázar en Argentine, etc. Et c'est la plupart de ces gens-là, Borges qui est un peu plus vieux, etc., ont lu Rulfo et ont immédiatement salué Rulfo comme quelqu'un de très très important. Paradoxalement, ensuite, il n'a plus jamais rien écrit, donc il s'est occupé du bureau des affaires indiennes, il a travaillé à la télévision, me semble-t-il aussi, mais en tout cas, il s'est détourné de la littérature, ayant dit ce qu'il avait à dire, mais ce qu'il avait à dire était assez remarquable. Donc, le Liano en flammes, enfin, je vais peut-être d'abord dire un mot de l'autre, de Pedro Paramo. Pedro Paramo, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Juan Preciado, dont la mère vient de mourir. Et sur son lit de mort, elle lui fait jurer qu'il retournera dans son village d'origine, qui s'appelle Comala, pour essayer d'obtenir ce que lui doit son père, Pedro Paramo, qui ne l'a jamais vraiment reconnu. Et en chemin, vers Comala, Pedro Paramo croise un muletier qui, au bout de quelques temps de conversation, lui apprend qu'il est lui aussi fils de Pedro Paramo. Et il arrive dans ce village, et il se rend compte que des enfants de Pedro Paramo, et des enfants avec lesquels Pedro Paramo n'a jamais entretenu aucun lien précis, il y en a plein. Et la caractéristique de l'aventure que vit ce Juan Preciado dans ce village un peu désert et inquiétant, c'est que au bout d'un moment, il se rend compte que il n'est pas trop sûr de savoir qui est vivant et qui est mort dans ce village. Il parle avec un certain nombre de gens, et certains ont l'air bien vivants, et d'autres, il n'est pas trop sûr. Et petit à petit, il arrive à reconstituer par fragments comme ça une espèce de portrait de son père, qui s'avère avoir été quelqu'un à la fois puissant et très et un peu mafieux, hein, un cacique. Il y a toute une réflexion sur ce que c'est qu'en Amérique latine le caciquisme à travers cette figure, donc quelqu'un qui tenait vraiment la région, qui tenait un certain nombre de commerces, de trafics, de choses de gangs. Et donc il est comme ça dans une quête du père, donc il sent immédiatement qu'il n'est pas du tout le seul à la mener, et qu'elle va être très empêchée aussi par tout ce qu'il y a de secret, de clandestin dans les activités que ce père a pu mener. Et ça, c'est un très beau roman, qui est un des premiers romans un peu du réalisme magique, au sens où le lecteur met du temps à se situer, et dans le temps, les repères temporels sont assez brouillés, et sur le statut des êtres. De quel côté de la barrière entre la vie et la mort sont-ils? Et le Liano en flammes est également vraiment quelque chose de très beau. Alors, ça se passe dans un paysage qui ressemble au Jalisco. Le Jalisco, c'est un état du Mexique, à l'ouest de Mexico, qui va jusqu'au Pacifique, qui est celui où a grandi Juan Rulfo, et Rulfo est né en 17, et donc il est né dans une période très très troublée de l'histoire mexicaine, puisque la révolution mexicaine commence en 1910, et suite à la révolution mexicaine, ensuite, d'abord son père et beaucoup de ses proches se font assassiner dans le contexte un peu de la révolution et de toutes les guerres qui s'en suivent. Et puis ensuite, il est élevé par ses grands-parents, et dans les années 26-28, il y a une nouvelle guerre, qui s'appelle la guerre des Cristeros, qui oppose en fait des ruraux plutôt catholiques, soutenus par l'Église, au pouvoir central, qui lui est révolutionnaire et anticlérical. Et donc, il y a une nouvelle période de trouble, alors que lui a une dizaine d'années, qui fait que les déplacements de population, meurtres, bandes errantes, etc. sont des choses assez coutumières dans le Mexique dans lequel il grandit. Et donc le Liano en flammes raconte vraiment ce paysage-là. C'est un paysage désespérément sec, où c'est difficile de faire pousser quoi que ce soit, où les gens sont très pauvres, les gens sont liés par des histoires familiales très complexes que le lecteur apprend vraiment par petits fragments. Et d'ailleurs, bien souvent, comme dans Pedro Paramo, comme dans le roman, les gens ignorent eux-mêmes une partie de leur histoire familiale, mais en fait, elle est détenue par des voisins ou d'autres gens un peu plus loin, qui savent qui est le vrai père de un tel, ou qui a un rapport de cousinage entre deux personnes qui viennent de s'entretuer, mais qui ne le savaient pas, ce genre de choses. Et puis, il y a un certain nombre
haine recuite ou de passé qui rattrape les personnages. Il y a une nouvelle qui s'appelle, je vais essayer de la retrouver, Faites qu'il ne me tue pas, ou quelque chose comme ça. Non, dis-leur de ne pas me tuer, et qui est l'histoire de quelqu'un qui, pour une sombre histoire de bétail qui voulait paître de l'herbe dans un champ où il y en avait un peu plus, s'est retrouvé à commettre un meurtre, et ensuite s'est exilé, pas très loin, mais quand même, s'est un peu planqué dans la montagne, et est rattrapé par cette histoire de meurtre, mais vraiment 20 ou 30 ans après, alors que ça lui était resté en tête, mais il pensait que ça y est, il y avait prescription, que l'affaire était close. Or, pas du tout. À un moment donné, on vient le chercher et on se souvient de tout ce qu'il a fait. Et en revanche, on a oublié pourquoi et les circonstances atténuantes qu'il pouvait éventuellement avoir. Et donc, il est amené au peloton d'exécution et il doit solder un petit peu ses comptes là. Donc, cette idée que des personnages sont brusquement confrontés à des choses de leur passé qui remontent très très violemment, très brutalement, c'est assez fréquent dans le recueil. Il y a une tonalité qui est ça ressemble un petit peu à du Giono côté français ou à du Faulkner côté américain, si ce n'est que c'est plus simple que Faulkner dans la langue et moins bavard au sens du beau parleur que parfois chez Giono. Donc il y a vraiment une espèce de sobriété et c'est avec des déviations toutes simples de la langue ordinaire que Rulfo crée son texte et écrit. Donc c'est du coup très agréable et assez simple à lire. Et on sait jamais trop du coup qui sont les personnages. Est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des innocents, est-ce que c'est des gens qui à un moment donné ont eu quelque chose à se reprocher, mais ils en viennent au meurtre comme on en vient à une simple engueulade dans la rue ou avec son voisin. Et ce statut-là reste très très flottant un peu tout le temps dans les histoires. Les personnages sont pas récurrents, donc c'est vraiment chaque nouvelle fonctionne de manière indépendante. Mais en revanche, il y a vraiment des échos thématiques et toute une atmosphère qui est tissée avec cette unité territoriale où on reste dans ce genre de paysage tout le temps, de ce qu'il appelle le Liano. Donc cette plaine très aride avec juste autour des cours d'eau quelques petites oasis de temps à autre. Alors on a prévu quelques petites lectures, pas sur tous les livres mais sur certains. Et là, je vais en faire une d'une nouvelle qui s'appelle Macario. Je suis assis près du puits et j'attends que les grenouilles sortent. Hier soir, pendant qu'on mangeait, elles ont commencé à faire du raffut et elles ont chanté sans arrêt jusqu'au lever du jour. Aussi, ma marraine a dit comme ça que le chant des grenouilles lui avait fait fuir le sommeil et que maintenant, elle voudrait bien dormir. C'est pour ça qu'elle m'a ordonné de m'asseoir là, près du puits, de prendre une planche dans ma main, et dès qu'une grenouille sortira pour faire quelques bonds, de l'écrabouiller à coups de planche. Les grenouilles sont toutes vertes sauf sur le ventre. Les crapauds sont noirs. Les yeux de ma marraine aussi sont noirs. Les grenouilles sont bonnes à manger. Les crapauds, ça se mange pas. Mais moi j'en ai mangé même si ça se mange pas, et ils ont le même goût que les grenouilles. C'est Felipa qui dit que c'est mal de manger les crapauds. Felipa, elle a les yeux verts, comme ceux des chats. C'est elle qui me donne à manger dans la cuisine chaque fois que vient mon tour. Elle ne veut pas que je fasse du mal aux grenouilles. Mais c'est ma reine qui me commande de faire tout ça. J'aime mieux Felipa que ma reine, mais c'est ma reine qui sort l'argent de son sac pour que Felipa achète tout ce qu'il faut pour manger. Felipa est toujours dans la cuisine à nous faire à manger à tous les trois, elle ne fait que ça depuis que je la connais. C'est moi qui lave la vaisselle. C'est moi aussi qui apporte le bois pour allumer le fourneau. Après, c'est ma reine qui distribue la nourriture. Une fois qu'elle a mangé avec ses mains, elle fait 2 petits tas de ce qui reste. Un pour Felipa et l'autre pour moi. Mais parfois Felipa n'a pas envie de manger, et alors les 2 petits tas sont pour moi. C'est pour ça que j'aime bien Felipa. Parce que j'ai toujours faim, et que je n'arrive jamais à me remplir le ventre, même pas quand je mange sa part à elle. On a beau dire qu'on se remplit le ventre en mangeant, moi je ne me le remplis pas, même en mangeant tout ce qu'on me donne. Et Felipa elle le sait, ça aussi. Dans la rue, on dit que je suis gaga parce que j'ai toujours faim. C'est ma marraine qui l'a entendu dire, moi je ne l'ai pas entendu. Ma reine ne me laisse pas sortir seule dans la rue. Quand elle me sort, c'est pour m'emmener à l'église, écouter la messe. Là, elle m'installe tout près d'elle et elle m'attache les mains avec les franges de son châle. Je ne sais pas pourquoi elle m'attache les mains. Mais elle dit que c'est parce que je fais des bêtises, soi-disant. Un jour, on a même dit qu'on m'avait trouvé en train de tordre le cou à quelqu'un. Que j'aurais tordu le cou à une dame juste comme ça pour rien. Moi, de ça, je ne m'en souviens pas. De toute façon, c'est ma marraine qui dit tout ce que je fais et elle n'est pas menteuse. Quand elle m'appelle pour manger, c'est pour me donner ma part. Pas comme d'autres,
qui m'invitaient à manger avec eux, et puis après, quand je m'approchais, me lançaient des pierres pour me faire courir sans manger ni rien. Non, ma marraine, elle me traite bien. Aussi, je suis content d'être chez elle, d'autant plus qu'il y a Felipa. Felipa est très bonne pour moi, c'est pour ça que je l'aime. Le lait de Felipa est doux, comme les fleurs du liseron. J'ai bu du lait de chèvre, et aussi du lait de truie, qui venait de mettre bas, mais non, ça n'est pas aussi bon que le lait de Felipa. Ça fait longtemps maintenant qu'elle ne m'a plus donné à téter ces espèces de bourses qu'elle a, à l'endroit où nous, on a seulement des côtes, d'où sort, si on sait s'y prendre, un lait meilleur que celui que nous donne ma marraine au petit déjeuner le dimanche. Avant, Felipa venait toutes les nuits dans la pièce où je dors. Elle se collait contre moi, couchée sur moi ou sur le côté, puis elle s'arrangeait pour que je tète ce lait doux et chaud qui venait gicler sur ma langue. Ensuite, presque tout le temps, elle restait dormir près de moi jusqu'au lever du jour. Et ça, pour moi, c'était tout, parce qu'alors je ne craignais plus le froid, et je n'avais plus peur de me condamner à l'enfer si je mourais tout seul ici une de ces nuits. Parfois, je n'ai pas trop peur de l'enfer, mais parfois, oui. Et des fois, ça me plaît de me faire peur avec cette histoire que je vais aller en enfer un de ces jours, parce que j'ai la tête tellement dure, et que j'aime la cogner contre tout ce qui se présente. Ce n'est pas rien d'avoir la tête dure comme ça. On se la cogne sur les piliers de la galerie pendant des heures entières et la tête n'a rien du tout, elle encaisse sans se casser. Et on se la cogne par terre, d'abord doucement, puis plus fort, et ça bat comme un tambour. Comme le tambour qui accompagne la clarinette lorsque la clarinette joue pour la fête Dieu. Alors qu'on est à l'église, attaché à la marraine, et qu'on entend dehors le badaboum du tambour. Ma reine dit que s'il y a dans ma chambre des punaises et des cafards et des scorpions, c'est parce que je vais aller en enfer si je continue à me taper la tête par terre. Mais moi, ce que je veux, c'est entendre le tambour. Ça, elle devrait le savoir. L'entendre comme quand on est à l'église et qu'on voudrait vite sortir pour voir comment ça se fait qu'on l'entende si loin et jusqu'au fond de l'église, qu'on entend plus fort ce tambour que les sermons de monsieur le curé. La voix du bien est pleine de lumière. La voix du mal est dans le noir, c'est ce que dit monsieur le curé. Moi, je me lève et je sors de ma chambre quand il fait encore noir. Je balaie la rue et je retourne dans ma chambre avant de me faire attraper par la lumière du jour. Dans la rue, il se passe des tas de choses. Il y en a beaucoup qui, dès qu'ils vous voient, vous lancent des pierres pour vous blesser à la tête. Des grosses pierres pointues qui pleuvent de partout. Et après, il faut repriser la chemise et attendre des jours et des jours avant que les écorchures du visage ou des genoux se soient reprisées. Et il faut supporter encore une fois qu'on vous attache les mains pour qu'elles n'aillent pas tout de suite arracher la croûte du raccommodage et que le sang ne se remette pas à couler. Encore que le sang lui aussi a bon goût. Même si bien sûr, c'est pas le goût du lait de Felipa. C'est pour ça, pour pas qu'on me jette des pierres, que je reste tout le temps enfermé à la maison. Dès qu'on m'a donné à manger, je m'enferme dans ma chambre et je barre bien la porte pour que les péchés ne viennent pas me tomber dessus en voyant que la chambre est dans le noir. Je n'allume même pas la torche pour voir par où les cafards vont me grimper dessus. Alors je me tiens tranquille, je me couche sur mes sacs et quand je sens un cafard courir sur mon cou avec ses pattes râpeuses, je lui donne une tape et je l'écrase. Il y a aussi des scorpions. À tout moment, ils se laissent tomber du plafond et il faut attendre sans respirer qu'ils vous passent dessus pour aller par terre. Parce que si on bouge le bras, ou si votre carcasse se met à trembler, on sent tout de suite la brûlure de la piqûre, et ça fait très mal. Une fois, il y en a un qui a piqué Felipa à la fesse. Elle s'est mise à pleurer, et a demandé à la Sainte Vierge, en poussant de petits cris, de faire qu'elle ne perde pas la fesse. Je lui ai mis de la salive. Toute la nuit, je lui ai passé de la salive, et j'ai prié avec elle. Et à un moment, quand j'ai vu que je ne pouvais pas la soulager avec mon remède, je l'ai même aidée à pleurer avec mes yeux, tant que j'ai pu. De toute façon, je suis bien mieux dans ma chambre que si j'allais dans la rue où j'attirerais l'attention de ceux qui aiment donner des coups. Ici, personne ne vient m'embêter. Ma reine ne me gronde pas quand elle me voit manger les fleurs de liseron, ou ses jujubes, ou ses grenades. Je resterai dans cette maison aussi longtemps que j'aurai à manger. Parce que je crois que le jour où j'arrêterai de manger, adieu. Et alors, c'est sûr, j'irai tout droit en enfer. Et personne ne pourra me tirer de là. Ni Felipa, même si elle est si bonne pour moi, ni le scapulaire que m'a offert ma reine, et que je porte en tortier autour du cou. Et me voilà près du puits, à attendre que les grenouilles sortent. Pas une ne s'est montrée depuis que je suis là à causer. Si elles tardent encore à sortir, je pourrais bien m'endormir. Et alors il n'y aura pas moyen de les tuer. Et ma reine aura beau chercher, elle ne trouvera pas le sommeil si elle les entend chanter, et elle se mettra en colère. Alors elle demandera à l'un de tous ses saints qui sont alignés dans sa chambre de m'envoyer au diable, de me traîner tout droit dans le tourment éternel sans même passer par le purgatoire. Et alors je ne pourrais même pas voir mon papa et ma maman, puisque c'est là qu'ils sont. Le mieux, c'est de continuer à causer. De ce dont j'ai le plus envie. De goûter encore une fois quelques gorgées du lait de Felipa. Ce lait qui est bon et doux comme le miel, qui sort de dessous les fleurs de liseron. Et ben, je vais parler des belles endormies de Kawabata.
que j'ai lu celui-là récemment. Je retrouve encore un ticket de train Shinjuku Otsuki dans les pages, parce que je l'ai lu au Japon. Je sais pas si l'impression aurait été différente si je l'avais pas lu pendant un voyage au Japon, mais parce que c'est tellement intense et c'est tellement particulier ce livre que je pense qu'il aurait fait son effet n'importe où ailleurs. Les Belles Endormies, c'est l'histoire d'un vieil homme, Eguchi, à qui on a parlé d'une sorte de maison close, même si ça lui déplaît de l'appeler ainsi, où les vieillards comme lui, même si ça lui déplaît aussi de se reconnaître dans ce projet, ont la possibilité de passer une nuit en payant avec une fille très jeune, endormie. Et alors, c'est très étrange ce qui se passe dans ce livre. Il y a quelque chose de complètement allégorique. Le site, le lieu, cette maison en elle-même est incroyable. On est dans une petite ville japonaise, mais un petit peu en dehors. On sent que c'est un peu la périphérie. Et il y a une représentation de l'intériorité et de l'ambiance extérieure qui est unique. J'ai jamais ressenti ça. Donc il y a cette maison, on a l'impression vraiment de la connaître, à 2 étages, avec la pièce pour les filles en haut, et puis une espèce de vilaine cuisine où on prend le thé en bas. On est reçu par une espèce de matrone, mais pas spécialement vulgaire, juste une tenancière bourgeoise qui accueille bien, un peu glaçante. Et ensuite il y a la chambre avec où le vieil Eguchi, donc nouveau client, va rencontrer la première fille puis les suivantes, qui est une pièce tendue de rouge. Et donc l'atmosphère du livre est très très étrange, puisque il y a cette pièce tendue de rouge où à chaque fois il vit l'aventure de sa nuit, et la sensation du monde extérieur qui est présente à travers des bruits d'oiseaux, et surtout les vagues qui se brisent sur le rivage non loin pendant toute la nuit, où en plus Eguchi est un peu insomniaque, et il y a une sorte de mini-aventure de chaque nuit. Il se passe 3 fois rien, et pourtant avec un rituel qui est toujours le même, où Eguchi veut profiter de la fille, mais en même temps la règle c'est vraiment dormir avec. Et il se raconte toute une histoire sur le fait qu'il est quand même différent des autres clients, parce que lui il est pas si impotent, alors il réfléchit à ça. Et il y a toute une aventure de ce qu'il pourrait faire avec cette fille endormie. Il y a une crudité très particulière dans la représentation du corps féminin, qui est vu presque à la loupe à chaque fois, à travers le regard de ce vieillard. Et donc c'est des micro-événements, mais qui font que je pense que le roman raconte 3 nuits, mais qui sont à chaque fois dans une sorte de suspense, et qui est lié à ce que je vous raconterai après. Mais on comprend pas, en fait, au départ, pourquoi on est dans ce suspense. On est dans un mystère, et il y a ce truc allégorique d'un très vieil homme qui sent sa mort venir, qui se raconte, et on se laisse complètement emporter. Et je pense que c'est vraiment l'habileté un peu machiavélique du livre. On se laisse emporter par ce type qui se fait des métaphores sur son existence et son rapport à la mort et son rapport au passé. Et la présence de ces filles endormies suscite ses souvenirs de jeunesse. Et il est très exalté par ça. Donc, une sorte de moment de condensation de son existence, de méditation sur sa mort prochaine, avec des petits éléments concrets. Le moment où il prendra un somnifère, parce que quand même, il sait plus dormir, il sait plus rien, mais il sait plus dormir non plus. Et puis de toute façon, il peut pas faire grand chose avec les filles. Et
Et donc, il y a le suspense du moment où il prendra son comprimé pour dormir. Et puis, il y a des petits réalias de Japon des années 60, alors à côté de ce décor allégorique, chambre rouge, bruit marin, faut entrer dans du hyper concret, hyper industrie japonaise électronique des années 60, une couverture chauffante qu'il faut penser à brancher avant la nuit, des petits réchauds électriques, des choses comme ça, qui font qu'on est dans un monde quand même très 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 concret. Et c'est un contraste qui est très étrange. Et je disais que c'est machiavélique parce qu'on est embarqué dans le côté méditation existentielle à travers le regard d'Eguchi. Et toujours au passage de se demander, mais ces filles, comment elles peuvent dormir d'un sommeil aussi profond où quand on les dérange, elles se réveillent jamais. Elles se laissent faire. Tous les attouchements sont possibles sans qu'elles bronchent. Et sauf que à la fin, la dernière nuit, à la fin, le vieil Eguchi revient et la maison doit fermer parce qu'il y a eu une morte. Et tout d'un coup, on prend dans la figure en fait le contexte réaliste du roman, qui est des filles qui sont hyper droguées à mort pour servir ces vieux messieurs. Et c'est vraiment la magie de ce livre d'être, je trouve, d'un romanesque vraiment exemplaire, hyper allégorique, et en même temps hyper concret. Et avec un côté lettre volée, parce que toutes les nuits, il se pose la question des comprimés pour lui-même. Et il se dit, elles sont quand même bien endormies, ces filles. C'est pratique. Et en fait, il en parle et on se laisse embarquer dans ses préoccupations à lui de vieillard, alors qu'il y a cette intrigue criminelle, en fait, qui court à côté. Donc c'est très troublant. C'est très troublant de se faire surprendre à la fin par ça. C'est aussi évidemment une réflexion sur la condition des femmes et j'ai choisi un petit passage qui condense en fait ce rapport de force entre le vieux monsieur qu'on prend tellement en pitié pendant une partie du livre et puis finalement. Il tendit l'oreille et il lui sembla que le vent d'hiver se traînait exténué à travers les montagnes qui dominaient la mer. Un souffle tiède sortit des lèvres entr'ouvertes de la fille vint frapper son visage. La lueur réfléchie par le velours cramoisi pénétrait jusque dans la bouche de la fille. Sa langue ne donnait pas l'impression d'être insipide et froide comme la langue de l'autre. La tentation qu'avait éprouvée le vieillard se représenta avec plus de force. Dans la maison des belles endormies, cette fillette était la première qui laissa, en dormant, entrevoir sa langue dans sa bouche. La tentation d'un forfait plus à même de fouetter le sang d'un vieillard que la simple envie de mettre le doigt dans cette bouche et de toucher la langue lui parut frémir dans sa poitrine. Toutefois, ce forfait, cette chose cruelle qui s'accompagnait d'une vive terreur, à présent flottait dans l'esprit d'Eguchi, sans prendre aucune forme définie. Le pire forfait qu'un homme puisse commettre à l'égard d'une femme, quel pouvait-il être, au fait ? Ce qui lui était arrivé, par exemple, avec la femme mariée de Kobe ou avec la prostituée de 14 ans, ça c'est tout le chapitre des souvenirs, n'avait occupé qu'un instant dans une longue vie, et l'instant suivant l'avait emporté. D'avoir épousé sa femme, d'avoir veillé à l'éducation de ses filles, c'est un patriarche, le personnage. Voilà, qui était communément tenu pour un bien, et pourtant, il les avait entravées dans la durée de leur temps, et il avait contrôlé leur vie de femme au point d'infléchir jusqu'à leur caractère. Vu sous cet angle, peut-être était-ce plutôt un mal. Les usages du monde, confondus avec le maintien de son ordre, ne faisaient peut-être qu'anesthésier le sens du mal. Rester étendu aux côtés d'une fille qu'on avait endormie était un forfait sans aucun doute. À supposer qu'il la tue, c'en serait un aussi et plus nettement encore. Étrangler la fille, l'étouffer en obstruant sa bouche et ses narines serait probablement très facile. Cependant, la petite fille dormait, sa bouche ouverte laissant entrevoir sa langue enfantine. Si le vieil Eguchi y posait le doigt, cette langue semblait disposée à s'arrondir comme celle d'un bébé qui tète.
Il appliqua la main sur le nez et le menton et lui referma la bouche. Lorsqu'il enleva la main, les lèvres de la fille s'écartèrent à nouveau. Dans le charme qu'elle conservait même en dormant avec les lèvres entr'ouvertes, le vieillard voyait le signe de sa jeunesse. Le livre suivant dont on va parler, c'est un recueil de poèmes de Sylvia Plath. Double recueil en fait, Arbre d'hiver et La traversée, donc qui est en poésie Gallimard. Je vais lire 2 poèmes, je vais commencer par une lecture, finir par une autre, et puis je dirai quelques mots de Plath entre les deux. Alors je lis, le premier poème est dans une traduction de Valérie Rousseau. Finistère. C'était la fin des terres. Les derniers doigts, noueux et rhumatismaux, crispés sur rien. Des falaises noires et menaçantes, et la mer qui explose sans fond, sans fin, sans rien face à elle, blanchie par les visages des noyés. C'est tout simplement lugubre maintenant, un tas de rocs, soldats rescapés de sales guerres d'autrefois. La mer canonne dans leurs oreilles, mais ils ne bronchent pas. D'autres rocs dissimulent sous l'eau leur rancune. Les falaises sont bordées de trèfles, étoiles et clochettes, telles que les doigts peuvent en broder à l'approche de la mort, presque trop petits pour que les brumes s'en soucient. Les brumes font partie de l'antique attirail, âmes roulées dans le grondement funeste de la mer. Elles meurtrissent les rocs, les font disparaître, les ressuscitent. Elles se lèvent sans espoir, comme des soupirs. Je marche parmi elles, et elles m'emplissent la bouche de coton. Lorsqu'elles me libèrent, mon visage est perlé de larmes. Notre-Dame des naufragés avance à grands pas vers l'horizon, ses jupes de marbre rabattues en 2 ailes roses. Un marin de marbre, éperdu, est agenouillé devant elle, et devant lui, une paysanne en noir prie ce monument du marin qui prie. Notre-Dame des naufragés est 3 fois plus grande que nature. Ses lèvres ont la douceur de la divinité. Elle n'entend pas ce que dit le marin ni la paysanne. Elle est amoureuse de la beauté informe de la mer. Des dentelles aux couleurs de mouettes claquent dans les courants d'air marins, à côté des stands de cartes postales. Les gens du pays les lestent avec des conques. On vous dit, voici les jolis bibelots que la mer dissimule, de petits coquillages assemblés en colliers et en dames miniatures. Ils ne viennent pas de la baie des Morts, un peu plus bas, mais d'un autre lieu, tropical et bleu, où nous ne sommes jamais allés. Voici nos crêpes. Mangez-les, avant qu'elles refroidissent. Ce recueil de ces poèmes, ils sont pas composés par Sylvia Plath, ils sont composés et parus après sa mort par son mari, Ted Hughes, qui est également poète. Je vais dire quelques mots peut-être de la vie de Sylvia Plath, qui est une vie assez tragique. Elle a perdu son père quand elle avait 8 ans, son père a eu un cancer, ce qui l'a fâchée, dit-elle, définitivement avec Dieu, ce qui fait qu'elle n'a plus jamais voulu parler à Dieu. Elle a fait des études ensuite assez brillantes près de Boston, à Smith College. Et l'été 53, alors qu'elle était stagiaire dans un magazine à New York, elle a connu une dépression assez grave, qui a été traitée par des électrochocs. Et elle a fait une tentative de suicide. Et c'est un été qu'elle raconte dans son seul roman, qui est paru 10 ans plus tard, en 63, qui s'appelle La cloche de détresse, de Bell Jar, et qui est un très beau roman sur... qui commence dans une grande insouciance en fait de jeunes filles à New York qui vont dans des dîners mondains, qui sont invitées à des fêtes, etc. Et qui prend la forme un peu d'une descente aux enfers dans une dépression et dans un rapport avec une institution psychiatrique qui est encore très comment dire, archaïque, enfin qui tient pas du tout compte des besoins psychologiques des patients, mais qui en revanche a des idées bien arrêtées sur la manière dont on peut les tirer d'affaire. En 56, elle va en Angleterre à Cambridge et elle rencontre dans une soirée Ted Hughes. Ils boivent beaucoup,
Elle lui mord la joue jusqu'au sang, c'est comme ça qu'ils font connaissance. Et ils se marient quelques mois après, le 16 juin 56, qui est le jour où se passe Ulysse de Joyce, le 16 juin, et c'est pas un hasard, ils le font sciemment. Ensuite, ils ont quelques années où ils bougent entre États-Unis et Angleterre, ils ont 2 enfants. Et puis, à l'automne 62, à la fois parce qu'elle traverse des phases d'exaltation et de dépression très très marquées, et parce que lui a d'autres liaisons, il se quitte. Et dans les 10 mois qui suivent, elle écrit énormément de poèmes, elle écrit la plupart de ses poèmes les plus connus, et puis elle met la dernière main à ce roman, donc la cloche de détresse. Donc il y a un volume de poèmes qui est paru de son vivant, qui s'appelle Le Colosse, et le reste, Ariel, La Traversée, Arbre d'hiver, ces 3 recueils de poèmes-là sont parus à titre posthume. Quelques mois plus tard, du coup, elle se donne la mort, à 31 ans. Dans ses lettres et dans son journal, elle ne cesse de dire, elle ponctue ses lettres et son journal de « Je suis si heureuse, je suis tellement heureuse, je suis si heureuse ». Et puis parfois, elle a des commentaires plus directs sur sa dépression. Elle dit « Je suis totalement affolée. Des choix et des événements insignifiants me semblent d'insurmontables obstacles. Le sens même de la vie m'échappe. Je ne fais pas confiance à l'esprit. Il s'échappe comme de la vapeur. Dans les rêves, par le trou de la bouche ou de l'œil, je ne peux l'arrêter. Un jour, il ne reviendra pas. » Alors, moi, ce qui m'a amené à lire Sylvia Plath, c'était en fait d'abord ce que j'avais entendu dire de la manière dont elle parlait de la dépression et qui me semblait très fort. Et donc, j'ai commencé par le roman et puis je suis venu au poème après. C'est d'ailleurs assez différent. Le roman a une langue vraiment très simple qui n'a l'air de rien. Et puis, en l'occurrence, je l'ai lu en anglais et ça se joue vraiment dans des petites déviations par rapport à la langue ordinaire qui change beaucoup de choses. C'est une langue très concise, très tenue. La poésie est convoque plus d'ambiances différentes. Elle joue sur des registres aussi de langue qui sont assez différents les uns des autres. Il y a des choses très lyriques. Il y a pas mal de paysages, comme celui que j'ai lu par exemple. Mais ils sont variés. Il y a le Finistère, mais il y a aussi le désert Mojave. Il y a aussi des histoires de zoos, des histoires plus urbaines. Et puis il y a à l'inverse un anglais parfois très parlé, de l'argot, des rimes volontairement grotesques, des rimes pauvres qui viennent comme ça rythmer vraiment le texte. Ce que j'aime beaucoup dans cette poésie, c'est que je trouve qu'elle trouve des points d'équilibre momentané très forts entre des choses assez énigmatiques, qui ont une portée comme ça très vaste, très métaphysique, etc. Et puis des choses qui appartiennent à un monde beaucoup plus concret, où on sent des allusions biographiques qui ont été cryptées, sublimées, etc. Et donc, je sais pas, elle décrit par exemple un bougeoir, elle écrit tous les matins avant que les enfants se lèvent, et donc elle décrit le bougeoir qu'il y a sur sa table de travail, et il est présent dans plusieurs poèmes, et donc on finit aussi par connaître ce bougeoir et par le voir. Il y a un petit Hercule qui est représenté dessus, etc. Donc parfois il y a des objets comme ça, une présence du monde physique très très forte, et à l'inverse il y a des espèces de petits gouffres ou de petits zones blanches où on ne sait pas exactement ce qui se passe, et on peut tourner autour de ces lieux-là, de ces énigmes-là, pour savoir, en se demandant qui parle, à quel type de scène ça fait référence, est-ce qu'il y a là des expériences biographiques qui sont transformées, ou est-ce qu'on est dans des choses plus de fiction pure, etc. Alors malheureusement, du coup, on n'a pas la composition des recueils telle qu'elle l'aurait souhaité elle. On a des recueils qui ont été donc recomposés, qui sont parus en 71. Et donc c'est le père de ses enfants et celui qui a été son compagnon longtemps, Ted Hughes, qui les a composés et qui a toujours en fait porté la culpabilité de la mort de Sylvia Plath, en se demandant s'il en était largement responsable ou si de toute manière elle avait un passé aussi psychiatrique avant même qu'il ne la rencontre. Et donc en tout cas ça a été une histoire très compliquée comme ça. Le deuxième poème que je vais lire est un petit peu plus biographique justement. Il s'appelle Lesbos.
fiel au fond de la cuisine. Le pot-au-feu siffle. Pur Hollywood, sans fenêtre. Néon se crispant par instants comme une atroce migraine. Ruban de papier frêle en guise de porte. Rideau de scène et frissons de veuve. Moi, ma chère, je suis mythomane. Et ma fille, regardez-la couchée sur le plancher comme un pantin sans fil, ruant pour disparaître. Ma fille est schizophrène. Pourquoi en transe, le teint rouge et blanc? Tu as flanqué ces chatons dehors, dans une espèce de puits en ciment. Ils crient, ils chient, ils vomissent, elle n'entend pas. Tu dis que tu ne peux pas la supporter, cette horreur d'enfant. Toi qui t'es fait souffler tout l'intérieur comme une vieille radio, purgé des voix, purgé de l'histoire, et du présent, avec son bruit craquant de parasites. Tu dis que je devrais noyer les chats, ils puent. Tu dis que je devrais noyer ma fille. Si elle est folle à 2 ans, elle ira s'égorger à 10. Le bébé sourit, gros escargot, dans les carreaux cirés du linoléum orange. Tu le croquerais tout cru, c'est un garçon. Tu dis que ton mari n'est plus bon à rien. Sa mère juive couvre son sexe comme un trésor. Tu as un enfant, j'en ai 2. Sur un écueil, au large de la Cornouaille, je peignerais ma chevelure. J'aurais un pantalon tigré, j'aurais une aventure. Nous nous croiserions dans une autre sphère. Nous nous croiserions dans l'éther, toi et moi. Pour l'heure, il n'y a là qu'une odeur de graillon et de couches sales. Je suis lourde encore de mon dernier somnifère. Le brouillard de soupe, brouillard de l'enfer, fait flotter nos têtes, 2 pendants haineux, nos os, nos cheveux. Je t'appelle orpheline, orpheline, tu vas mal. Le soleil te donne des ulcères, le vent, des bacilles, tu étais si belle autrefois. À New York, à Hollywood, les gens disaient « Fichu, tu rigoles, bon Dieu, t'as la classe !» Et tu tournais des films, jusqu'à l'extase. L'époux défaillant descend se payer un café. J'essaye de le retenir. Vieux paratonnerre à capter les éclairs, les bains d'acide que tu envoies par trombe. Il file au bas de la colline à dalles de plastique. Trolley, flappy. Les éclairs sont bleus. Les éclairs bleus glissent, éclatant comme un quartz en millions de grains. Ô joyau, si précieuse. La lune a traîné dans la nuit son sac sanglant, comme une bête malade par-dessus les lumières du port. Puis, elle a repris son aspect normal, blanche et dure, à l'écart. Le reflet d'écailles effleurant le sable m'a épouvanté. Ce grès soyeux, nous aimions le prendre à pleine main, le malaxer comme une patte, un corps de mulâtre. Il est parti, ton cabot de mari, un chien l'a pris. Me voilà silencieuse, haine à ras-bord, plus qu'épaisse. Je ne desserre pas les dents. Je fais mon baluchon de patates dures, mon baluchon d'enfant, mon baluchon de chat malade. Vase d'acide, c'est bien d'amour que tu débordes. Tu sais qui tu es. Lui, il étreint sa chaîne et son boulet face au portail grand ouvert sur la mer qui afflue, noire et blanche pour qu'il la recrache. Tu le remplis jour après jour de surplus d'âme comme un cruchon. Tu es si lasse. Ta voix pendue à mon oreille, suçotant, ballottant, un vampire. Et voilà. Rien à dire. Tu as sur le seuil, l'œil féroce, Carabosse. Les femmes sont toutes des garces. Communiquer? Une farce. Je vois ton intérieur coquet fermé sur toi comme un point d'enfant ou comme une anémone, kleptomane, cajolée par la mer. Encore à cran, je te dis à bientôt, j'espère. Tu sais ce que mentir veut dire. Même dans ton ciel zen, nous ne nous verrons pas. Alors, dernier roman, et je lirai pas d'extrait parce que c'est tellement foisonnant. Je me contenterai de raconter des scènes. Ça, c'est un roman que j'ai lu il y a 2 ans. Donc j'étais sûre de m'en souvenir, et ensuite quand j'ai eu besoin de m'en souvenir, je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas. Et c'est très spécial comme expérience de lecture même, et d'oubli, puisque j'ai laissé aucune note enfin j'ai rien, je sais pas, il y avait aucune trace. J'ai le souvenir que je l'ai lu sur un temps infini. Je sais pas, je lisais par 2 pages alors que c'est énorme, enfin. Donc ça m'a accompagnée comme une espèce d'ambiance mentale pendant très très longtemps. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Donc Jon Kalman Stefánsson, c'est un roman islandais.
D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. Je vais vous dire le titre original quand même. Fiskarnir afa enga featur. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai vraiment aimé avec ce roman, c'est que souvent, je n'arrivais pas à prononcer mentalement les noms propres sur la page, qui restaient comme des espèces de cailloux du paysage islandais. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Harry. Alors, pas Harry à l'américaine, mais Harry Aeri, qui est un poète et un éditeur islandais. Et il a fait sa vie au Danemark. Et en fait, c'est juste une des choses que ça raconte. Il a fait sa vie au Danemark et ça a plutôt bien marché pour lui. Et à un moment, au tournant de la cinquantaine, il quitte femme et enfant. Et la même année, son père meurt, enfin est en train de mourir, et il décide de rentrer précipitamment en Islande pour dire un dernier adieu à son père. Et son père, qui est très pudique, qui ne lui a pas du tout demandé d'aide dans sa longue maladie, tout d'un coup lui envoie aussi beaucoup de souvenirs familiaux. Un carton avec un diplôme de marin d'un grand-père et des lettres de la grand-mère. Et à partir de là, le roman, c'est 1000 romans. Et c'est ce que j'ai adoré, je crois, avec cette histoire, c'est que c'est sans cesse un type d'histoire qui naît, une autre histoire qui naît, et puis qui s'effiloche. Et ce qui tient le livre, c'est le paysage islandais, dans un endroit qui s'appelle Keflavik, qui est vraiment perdu, avec de la roche volcanique entourée de mer, où il y a eu une petite époque de prospérité autour de l'industrie du poisson et d'une base militaire américaine pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, les gens du coin ont un peu vécu de quelque chose, et puis ensuite... mais ça a aussi effacé la tradition de marins, enfin le peu de pêche qu'il y avait. Et alors à partir de là, il y a plein de romans. Il y a ce retour, cette histoire d'anti-héros, de type fatigué qui retourne remuer ses souvenirs. Il y a l'histoire du grand-père et de la grand-mère dans une ambiance un peu d'épopée, de bord de mer, et c'est une histoire de passion amoureuse, et ça rejoint d'ailleurs un peu Place, parce que cette grand-mère qui est vraiment flamboyante est aussi assez folle, et elle arrive pas, elle est rendue folle aussi par sa solitude de femme de marin, le fait d'être confrontée jour après jour à l'éducation des enfants, et elle n'arrive pas du tout à assumer ce rôle-là. Donc il y a l'histoire d'amour des grands-parents, il y a le retour du héros, il y a aussi, ça j'adore, c'est des histoires comme des aventures de romans d'adolescents, parce qu'il y a tous les souvenirs de Harry avec ses amis faisant les 400 coups à Keflavik dans leur jeunesse, et des intrigues amoureuses d'ados, et des fêtes, des beuveries. Et ça aussi, ça commence, et puis ce qui commence aussi, c'est une intrigue industrielle avec des histoires de règlement de compte autour des clôtures de l'industrie locale, avec une petite ambiance de film social anglais, avec des ouvriers qui se mettent en grève. Mais ça commence, et puis à chaque fois, ça s'abolit dans le paysage, et ça repart sur une autre histoire. Et c'est vraiment très beau, et ça m'a rappelé, par exemple, une des choses que j'aime bien avec la littérature américaine, où je me dis souvent que c'est... Enfin, parfois en France, je suis fatiguée d'une littérature qui est en dialogue avec sa propre histoire littéraire, ou avec l'histoire de la société, une tradition balsacienne. Et ce que j'aime aussi avec une littérature des grands paysages comme ça, je disais américaine ou celle-là, c'est qu'on a l'impression que c'est pas du tout une littérature par rapport à la littérature, ou par rapport à la société, ou par rapport à l'histoire, mais une littérature par rapport aux pierres, par rapport au désert, par rapport à la mer, et par rapport au silence. Et c'est très très présent dans ce roman. Et puis c'est un roman qui est plein d'humour, parce que, alors, qui est mélancolique au possible, avec cette mort du père, avec ses souvenirs qui remontent. Et en même temps, je trouve que tout est vu au prisme d'une scène inaugurale.
qui se moque aussi énormément du retour du souvenir, en présentant Harry, donc je disais qui est assez paumé dans sa vie, qui arrive à l'aéroport de Keflavik après avoir rempli sa mallette de magazines plus ou moins pornographiques à l'aéroport de Copenhague. Et donc il pense, c'est déjà assez dur pour lui de revenir ici. Il a hâte de retrouver un copain qui lui a dit qu'il allait le chercher à l'aéroport et ça le rassure un peu. Mais en fait, tout ce qui l'accueille, c'est un douanier qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit bah suivez-nous monsieur, on a un problème de signalement. Alors bon, donc il comprend pas. Et alors après c'est une scène qui est longue, c'est une scène d'anthologie où il suit le douanier et après il y a pareil que dans tout le roman, on a plein d'hypothèses de romans possibles à partir de là, parce que ce douanier qui le met dans une situation si désagréable d'ouvrir toutes ses affaires une par une, de lui mettre sous les yeux ses romans, son propre manuscrit inachevé, qu'il se met à parcourir, ce qui le rend particulièrement honteux. Ensuite, les magazines qu'il a achetés, tous les objets, puis qui le fait déshabiller, pièce par pièce. Tout d'un coup, il se rend compte que ah bah c'est son cousin, avec qui il a fait les 400 coups quand il était ado. La scène s'arrête pas là du tout. Le cousin lui dit bah oui, c'était sympa, mais là, il faut que je fasse mon boulot. Et donc, il continue à lui faire sortir toutes ses affaires de sa valise, et il continue à le faire déshabiller, puis à le faire s'incliner sur une table pour lui inspecter l'anus avec un gant en latex. Et tout ça comme une espèce de... qui suit les premières pages hyper mélancoliques sur le retour du souvenir, etc., qui tout d'un coup est rendu complètement grotesque par cette scène. Et bon, et puis ça s'arrête brutalement, et puis ça repart sur les souvenirs, mais après ça va être vraiment hanté par ces relations-là de à la fois tous les personnages face à leur mort, mais dans un rapport aussi à leurs souvenirs d'ados qui font les 400 coups. Tu veux qu'on passe à Diadorie ? Non, il y a encore un truc. Ah. Alors, on a encore deux livres dont on voudrait vous parler. Il est tard. Bah, pas trop longuement alors, mais... celui-là, c'est un roman graphique de Philippe Squarzoni qui s'appelle Saison brune. J'ai entendu parler de ce livre parce que je m'intéresse depuis longtemps aux questions écologiques. Mon dernier roman parle de ça, à travers la question animale. J'imagine un monde dans lequel on n'est plus l'espèce dominante, mais dans lequel on est une espèce assujettie et élevée, notamment pour sa viande. Et du coup, j'assiste à des événements où ces thèmes sont abordés. Et là, en l'occurrence, c'était une conférence de Bruno Latour, qui disait monts et merveilles de ce roman graphique de Philippe Squarzoni en disant, pour parler du changement climatique, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lus. L'hypothèse de Latour étant que le changement climatique nous rend fous et que la question n'est pas de savoir si on peut échapper à cette folie, mais de savoir quelle forme spécifique elle prend. Et ça peut aller du déni à la schizophrénie, à la mégalomanie des gens qui pensent que la technologie va nous sauver, à d'autres formes encore, la dépression de certains scientifiques dont le discours depuis 30 ans n'est toujours pas écouté. Il y a plein de formes de folie possibles, mais de toute manière, on n'y échappe pas complètement. Et donc, j'ai acheté Saison brune. Donc Saison brune, ça raconte l'histoire aussi de Philippe Squarzoni, l'auteur, qui est en train de mettre la dernière main à un roman graphique qui s'appelle Dole, sur les politiques libérales dans la France des années 90-2000, et donc en particulier le retour de la droite au pouvoir, le deuxième quinquennat de Chirac, et puis ensuite 2002-2007. Et en s'interrogeant sur qu'est-ce qui s'est passé du point de vue écologique pendant cette période, c'est-à-dire pas grand-chose, Squarzoni se rend compte qu'il va pas pouvoir couvrir ça vraiment parce que en fait il y connaît rien et donc il peut pas en parler dans ce livre-là, mais il se met à lire sur le sujet. En se mettant à lire sur le sujet, il découvre donc l'étendue de son ignorance et il se rend compte que c'est tellement important et c'est tellement vaste et passionnant comme champ qu'en fait ça va prendre un livre et que ce sera le livre suivant. Donc on le voit dans sa vie quotidienne de
BDaste, hein, ou d'auteur de romans graphiques, je sais pas comment il se définit, qui habite qui a une maison natale en Ardèche, donc il y a pas mal de scènes qui se passent en Ardèche. Il y a d'autres scènes qui se passent dans les Alpes, puisqu'il est lyonnais, donc il fait des allers-retours entre Lyon et les Alpes, où il travaille. Et puis, on le suit dans les lectures et dans les rencontres et dans les enquêtes qu'il mène pour comprendre un petit peu le changement climatique. Il rencontre des climatologues, il parle à Jean Jouzel, à Jean-Marc Jancovici, il rencontre des militants d'attaque comme Suzanne George par exemple, des journalistes, Hervé Kempf qui était au Monde avant, qui est maintenant un reporter, et il se renseigne vraiment sur tous les aspects du problème en remontant très loin. Et il illustre tout ça, il illustre assez magnifiquement. Donc on apprend plein de choses sur l'histoire du climat, on apprend plein de choses sur les différents systèmes de production et la part relative que chaque système a dans la crise à laquelle on fait face. Et puis petit à petit, il y a des doutes qui s'instillent. Par exemple, il y a un moment assez fort du récit où il est invité pour un festival de BD au Cambodge. Et il est très enthousiaste, il n'a jamais été en Asie et il se dit eh bien voilà, on va prendre ses billets pour le Cambodge. Et ensuite, il commence à lire sur le transport aérien. Et il commence à lire sur les émissions de gaz à effet de serre liées à chaque trajet individuel sur les longs courriers. Et il se rend compte que, grosso modo, un Français, ça émet 4 tonnes de gaz à effet de serre en moyenne par an, et que l'aller-retour en question, il prend déjà les 4 tonnes. C'est-à-dire qu'il dépense ce que dépense en moyenne un Français juste avec l'aller-retour. Et ensuite, il se rend compte que 4 tonnes, c'est ce que font les Français, mais les Américains font plus. Et en fait, si on voulait non pas empêcher le réchauffement climatique, qui est déjà inéluctable, mais juste l'atténuer et espérer revenir à un stade d'équilibre où les émissions de gaz à effet de serre correspondraient à ce que l'écosystème est capable d'absorber par les forêts, les sols, les zones humides, les océans, etc., ben, il faudrait que nos émissions, ce soit celles des Indiens pauvres, c'est-à-dire 500 kilos de gaz à effet de serre par an. Et donc, et puis il y a les gens du Cambodge qui le relancent en lui disant « Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous venez? On a besoin d'une réponse, etc. » Donc, ce qui est très bien fait dans le livre, c'est qu'en fait, ça montre un apprentissage de quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste, mais qui se met à s'intéresser vraiment au sujet. Ça montre les dilemmes dans lesquels on entre quand on veut ensuite être un tout petit peu conséquent une fois qu'on a la connaissance. C'est pour ça que la forme majeure de pathologie par rapport à ça, c'est déni et schizophrénie. Hein. C'est-à-dire soit on clive, on sait, et puis de l'autre côté on continue à faire comme si de rien n'était, ou bien on ne veut pas savoir et on nie complètement. Mais justement, lui, il est sorti de ces deux formes-là. Et il utilise toutes les ressources de la BD, de moments très méditatifs dans la nature, à des graphiques, à des infographies, à des interviews des entretiens qui sont rapportés pour nous faire entrer dans le problème et nous le faire explorer. Donc c'est vraiment un très très beau livre à offrir à votre oncle climato-sceptique. Ou à lire vous-même, parce que vraiment ça donne un accès au thème, et en plus c'est très agréable à lire parce que c'est évidemment entrelacé avec un récit personnel, donc on le voit aussi dans ses activités, on le voit aussi dans réfléchir à comment on construit un récit par rapport aux grandes œuvres d'art qui l'ont marqué, en cinéma, en littérature, etc. Donc il arrive vraiment à alterner des passages où la science joue un rôle dans le récit et des passages qui sont d'ordre beaucoup plus personnel et méditatif. C'est vraiment très bien. La saison brune, alors j'ai un peu oublié exactement ce que c'est, mais je crois que c'est au Canada, et ça parle d'une sorte de saison intermédiaire où on ne sait pas encore comment les choses vont tourner, en fait. Il y a plusieurs scénarios possibles pour savoir météorologiquement comment les choses vont tourner. Il faut que tu le fasses passer pour les images. Oui, j'en fais passer un. Merci. Mais j'ai fini là-dessus. Et on finit avec un western. Et on finit avec un western. Dont on n'a pas la même traduction que... Ah oui? Non. Qui a connu plusieurs traductions, donc on a l'ancienne, et c'est celle-là à l'heure actuelle. João Guimarães Rosa, Diadorim. Vas-y.
Je te laisse commencer. Alors, on a beaucoup dû faire le point pour résumer l'histoire parce que c'est très compliqué en fait. C'est l'histoire parce que c'est des histoires de bandits et on l'a lu au Brésil et on l'a lu il y a quelques années et surtout donc comme c'est des histoires de bandits, il y a ça n'arrête pas de changer d'allégeance, d'alliance, de renversement des guerres internes bon, entre bandes de bandits qui sont ils ont un nom spécial ces bandits, c'est des jagunços au Brésil, dans une région du Brésil qui s'appelle le Sertão et toute l'histoire se passe dans les années 1910 où il y a des espèces de bandes donc locales qui contestent le pouvoir central et des cow-boys qui se prêtent à cette guerre civile, surtout pour faire fortune, enfin qui sont un peu mercenaires, un peu opportunistes. Et tout ce passé glorieux est raconté des années plus tard par il s'appelle comment Riobaldo. Un des grands attraits de ce roman est le nom des personnages. Donc il y a Riobaldo le narrateur, mais les chefs de bande, je vous l'ai dit d'une traite, hein. Il y a Hermógenes, mon préféré Zebebelo et Joca Ramiro. Tout ça c'est les chefs de bande. Et Riobaldo est devenu très riche et très prospère et tout à fait tranquille sur ses vieux jours, malgré son passé d'extrême violence et de bandits de grand chemin. Et il reçoit la visite d'un homme de la ville, une espèce de journaliste, qui veut lui faire parler de sa vie de jagunço. Et en fait, il est très content de pouvoir se retourner sur son passé. Parce que il est hanté par la question de sa survie et du fait que, avec tous ses méfaits, il n'a jamais été puni. Il a toujours échappé à toutes les morts et ça s'est toujours bien terminé pour lui. Et donc, enfin, tu raconteras la langue, l'atmosphère, etc. Mais ce qu'il y a de central dans ce roman d'aventure, c'est qu'à un moment, lors d'une bataille, il a, ce héros, dans un cas d'extrême difficulté, il a voulu faire un pacte avec le diable pour gagner sa bataille. Et il y a toute la langue qui est, alors c'est vraiment génial, et tu t'en parleras, qui est hantée par des archaïsmes, par une espèce de crédulité naïve, de catholicisme illuminé, et hantée surtout par la figure du diable. Et un refrain qui revient tout le temps parce qu'il a donné rendez-vous au diable pour gagner son combat. Et le refrain, c'est donc le diable dans la rue au milieu du tourbillon qu'il est sûr d'avoir rencontré ou qu'il est sûr il ne sait plus en fait. Il ne sait plus s'il a rencontré le diable parce que il est passé entre les gouttes et il y a une espèce de tournant philosophique qui est terrible où il sait plus finalement si il a vraiment rencontré le diable ou pas rencontré le diable, ou si le fait qu'il n'ait jamais été puni n'est pas la preuve de l'existence du diable. Et il y a comme ça aussi toute une foi, toute une croyance assez primaire qui est mise en scène. Et toute cette aventure est aussi racontée à travers un compagnonnage avec un personnage qui donne son titre en fait à la version française du roman qui est Diadorim. En fait, ce Riobaldo a suivi un chef de bande qui s'appelle Joca Ramiro et à un moment donné, Joca Ramiro est tué par deux de ses lieutenants. Et donc ensuite, la question est de savoir si par légitimisme, il va s'agir de venger le Joca Ramiro en se retournant contre Ricardao et Hermógenes. Dans la bande à laquelle du coup appartient le narrateur, il y a un jeune homme aux yeux verts, Diadorim,
qui est un peu plus jeune, et avec lequel le narrateur développe une relation très complexe d'amitié, d'admiration, de fascination, d'attirance érotique, ils se suivent en fait dans toutes ces aventures, et c'est en partie pour ce compagnonnage et la vie nomade qui peut mener avec toute cette bande, mais en particulier d'Iedorim, que le narrateur choisit de conserver ce mode de vie. On est dans des paysages qui rappellent un peu Rulfo, il y a vraiment un lien entre les deux livres, d'ailleurs ils sont parus à très peu d'années d'écart, 53 pour Le Liano en flammes, 56 pour Diadorim. Autre trait commun, Guimarães Rosa a peu publié. Il a été médecin dans ces zones-là, donc dans le Minas Gerais, au nord-ouest de Rio de Janeiro, et qui est une région superbe parce que c'est une région où il y a des villes qui n'ont connu qu'une époque à chaque fois, liées à l'exploitation notamment des minerais, l'or, l'argent. Donc il y a des villes qui ont prospéré 100 ans sur l'or, et puis ensuite qui ont décliné. Et donc ils sont restés dans un état un petit peu décrépit, mais avec des églises baroques par exemple magnifiques, etc. Mais les environs sont secs, avec juste donc ce paysage de Serta et des oasis qui s'appellent les veredas, et donc c'est le titre original du livre, Grande Serta Veredas, qui viennent comme ça ponctuer ce paysage hyper hostile. Ce qui est magnifique aussi, donc, Chloé le disait, c'est cette langue. C'est un monologue sur 550 pages. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien. On est juste dans la langue du narrateur, qui a un mouvement, un flux très exceptionnel. Alors évidemment, on le lit en français, mais les deux traductions en fait sont très bonnes, je crois. Et Guimarães Rosa avait une vraie inventivité. Il était lui-même très fin linguiste. Il parlait plein de langues européennes et pas que. Il utilisait tout. Il utilisait les patois ruraux du Brésil, mais il utilisait aussi le portugais médiéval. Enfin, il était un peu dans une perspective de création et d'approfondissement d'une langue qui, du coup, n'appartiendrait qu'à lui. Donc, c'est pas du tout évident à rendre en français, mais et c'est redoublé par le fait que la plupart de ces chefs de guerre sont des meneurs d'hommes, et que leur qualité de meneurs d'hommes se traduit par leur usage de la rhétorique. Donc il y a un passage qui est, par exemple, absolument extraordinaire, où ce Zebebelo, qui est un des personnages les plus fascinants, a un procès, et il est assez mal barré, parce qu'il est vraiment tombé dans les mains de ses ennemis, et autant que je m'en souvienne, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais autant que je m'en souvienne, il tient un discours fleuve qui retourne complètement l'assistance, et qui impressionne beaucoup le narrateur. Donc il y a un usage du dialogue aussi dans ce livre qui est très très marquant. Alors on a prévu de faire une petite lecture à deux voix, centrée sur, donc je commence et puis tu continues, centrée sur plutôt vers la fin, et donc le personnage est dans ses doutes sur le sens de son existence. Du coup, lorsque peu après nous arrivâmes au terme de l'étape de la journée, je me fis un devoir de n'accepter ni conversation, ni présence de qui que ce soit, afin qu'il voie combien j'étais soucieux et furieux. Triste. Nous arrivions à l'extrémité du haut plateau, les confins vers l'ouest, étant donné ce que sur mon commandement nous avions marché. J'examinais à part moi nombre de choses sérieuses, tandis que je goûtais la fraîcheur de la soirée. Pour être bref, je mens si je ne raconte pas que j'étais perplexe. Et vous savez ce que j'étais en train d'imaginer, et qui? Il existe? Il peut? Aujourd'hui encore, je vis des tourments à vouloir le savoir. Aujourd'hui encore où les ans en masse agissent comme jadis. Et le démon existe? Si oui, ce qui existe, c'est seulement son style, sans lien, ni être propre, tel des taches dans l'eau. Notre santé pénètre dans ce danger, pareil à du froid, à du chaud. Moi, là-dedans, moi qui à la minuit me suis rendu à cette croisée de chemin de Veredas Mortes, ce sont mes fantasmes que j'ai traversés? Ainsi, à force d'y penser à ce système, à force, j'y pensais moins. Ce qui aurait dû avoir lieu, si ça avait eu lieu, mais qui n'a pas eu lieu, ce marché. Eh bien, si le fourchu ne m'est pas apparu alors que je l'attendais, que je l'appelais, je l'ai vendu mon âme à quelqu'un? J'ai vendu mon âme à qui n'existe pas? Mais ça serait le pire? Ah non, je proclame que non. J'ai dévié de la route, mais je me suis récupéré. C'est sûr? Vous êtes bien d'accord? J'ai trébuché et le sol n'a pas voulu de ma chute. Au jour d'aujourd'hui, je pense, j'expie. J'ai eu de la peine pour ma vieille tenue de jagunço. Et je prie.
Dieu tourne le dos à ma prière, mais il tend la moitié de l'oreille. Je prie. Je voudrais vivre le temps de voir une grande église, ces blanches tours régnant de toutes leurs cloches sur la contrée du haut plateau. Comment se fait-il que ne vienne pas de ces rives là-bas de mon Urukuya un saint quelconque? Et de diable, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. C'est ce que je dis et redis. Je n'ai pas vendu mon âme, je n'ai pas signé contre signé. Diadorim ne savait rien. Diadodim se méfiait seulement des airs que j'avais. J'entends son rire, le rire clair qui lui venait rarement. Je veux dire, je me souviens. Et jusque-là? Oui. J'ai toujours su en réalité. Sauf que ce que j'ai cherché tout le temps, ce pourquoi j'ai bataillé afin de le trouver était une chose, une seule entière, dont je vois que la préscience, la signification, je l'ai toujours eue, et c'était qu'il existe une norme, la recette d'un chemin sûr, étroit, que chaque personne doit vivre. Et ce memento, chacun a le sien. Mais tel qu'on est, dans la vie courante, on ne sait pas le trouver. Et comment une personne pourrait-elle toute seule d'elle-même arriver à trouver, à savoir? Mais ce nord existe. Il faut qu'il existe. Sinon la vie de chacun ne pourrait que rester à jamais la confusion de cette folie qu'elle est. Vu que, chaque jour, à chaque heure, parmi toutes nos actions éventuelles, il n'y en a qu'une qui réussisse à être la bonne. Le secret en est bien dissimulé. Mais en dehors de cette conséquence, quoi que je fasse, quoi que vous fassiez, quoi que fasse Pierre ou Paul, quoi que tout le monde fasse ou se garde de faire, tout devient faux. Et c'est la méprise. Car elle est autre, la loi. Cachée et visible, mais introuvable. Du vivre véritable. Pour chaque personne, nos lendemains ont déjà été projetés comme ce qui est au théâtre, pour chaque exécutant. Son rôle déjà tout inventé est écrit sur un papier. Maintenant, voyez, je rattrape l'avorté par le péché, je m'en défends bien. Mon compère, qui est les mêmes, est d'accord, je crois, avec mes chimères. Et chercher à trouver ce chemin sûr, je l'ai voulu, j'ai ramé, sauf que j'en ai trop fait et que j'ai cherché erronément. Entre mes mains, la misère. Mais mon âme doit être à l'image de Dieu. Comment sinon pourrait-elle être mon âme? Priez avec moi. N'importe quelle oraison. Écoutez. Tout ce qui n'est pas oraison est déraison. Alors, je le sais ou non? Si j'ai vendu, je vous le dis. Ma peur, c'est ça. Tous la vendent, non? Je vous le dis. De diable, il n'y en a pas. Le diable n'existe pas. Et l'âme, je la lui ai vendue. Ma peur, c'est ça. À qui je l'ai vendue? C'est ça, monsieur. Ma peur. L'âme, on la vend, c'est tout, sans qu'il y ait acheteur. Merci. Merci infiniment. Je vais juste donc quelques mots, mais très rapides, parce qu'il est déjà 9h25 et puis que je vais voir de me tenir en plus entre vous et la possibilité de boire un verre. Donc, je vais essayer d'aller très vite pour vous parler donc des 5 ouvrages de Vincent et de Chloé. Donc, L'Éveilleur, c'est un gros roman qui est assez incroyable. C'est un tueur qu'on pourrait appeler un tueur de masse qui a tué 3 personnes dans la rue comme ça, vraisemblablement au hasard, on ne sait pas, donc il est évidemment emprisonné. Et il y a son psychiatre qui est un ponte. Ça se passe dans un univers très légèrement futuriste. Des petits signes comme ça, c'est pas tout à fait maintenant, c'est un peu plus tard. Donc ce psychiatre essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on s'aperçoit très vite, et ça donc c'est pas un spoiler, hein, que ce tueur, en fait, dans ses rêves, il vit dans un autre univers, une sorte d'univers parallèle, qui est complètement différent du nôtre. C'est un univers très complexe, une société un peu plus ancienne par certains aspects, où il y a un problème de désert qui est en train de gagner, en fait, peu à peu, sur la civilisation. Et il y a un lien, donc, peut-être, entre ces deux univers. Donc, le psychiatre essaye de comprendre, savoir si ce tueur de masse, pourquoi il a fait ça, qui sait exactement. Alors, ça paraît très bizarre à raconter comme ça, c'est normal, c'est très bizarre, mais c'est assez incroyable. Enfin, il y a vraiment une espèce de vrai thriller psychologique mélangé à un grand roman d'aventure,
Et en même temps, il y a là-dedans un peu de science-fiction et de fantastique d'une façon assez originale. C'est vraiment un roman incroyable. J'ai horreur de dire ça en plus, mais pour un premier roman, c'est complètement bluffant, quoi. Donc le deuxième, alors le Chloé Corman, Les Hommes couleurs, très différent, mais absolument magnifique. Le Mexique, plutôt les années 60, 50, et c'est étonnant parce que c'est un roman qui est à la fois extrêmement réaliste. Il y a une grande compagnie américaine, comme il y en a beaucoup dans ces années-là et encore aujourd'hui, donc qui sont un peu les maîtres du jeu, même dans le Mexique, qui est l'un des pays politiquement les plus remontés contre les États-Unis pendant presque tout le XXe siècle, et qui se laisse le moins dominer par les grandes multinationales sucrières, fruitières, etc., etc. Même dans ce cadre-là, donc cette multinationale qui est en fait au départ plutôt dans les chemins de fer, mais qui a, comme beaucoup de multinationales, des intérêts dans tout un tas de choses, se préoccupe de faire creuser un tunnel en fait sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour y faire passer un pipeline parce qu'il y aurait éventuellement du pétrole par là. Et donc les gens qui s'occupent de ça, c'est un couple en fait qui sont les représentants sur place de la multinationale américaine. Et puis dans ce qui pourrait être une histoire économique un peu, assez banale, mais qui est magnifiquement traitée de point de réalisme, prend une couleur un peu bizarre quand les gens qui creusent le tunnel en fait commencent à établir avec les gens un espèce de trafic de fausses œuvres d'art anciennes, de trucs aztèques, de trucs qui ensuite remontent dans les musées américains pour un gros profit pour les actionnaires de la compagnie, alors que le pétrole n'arrive toujours pas, et qu'il se construit peu à peu une histoire d'émigration clandestine. Je vous en dis pas plus, mais ce qui est incroyable, c'est que tout est très réaliste et en même temps ça baigne dans un climat fantastique et extrêmement lumineux, alors que ça raconte des choses pas toutes très drôles, quoi. Et c'est un livre qui est assez déroutant et qui est très très beau. J'essaie d'aller vite, pardon. Ensuite, je vais mettre au milieu un essai, puis ça tombe bien, il y en a 3 à Vincent, 2 à Chloé, comme ça c'est ordonné. Romancier pluraliste. Donc, si vous n'avez pas lu cet essai, il faut vraiment le faire. Ça paraît éventuellement, non d'ailleurs, est-ce que c'est un peu dur d'abord? Non, pas tant que ça, parce que c'est extrêmement accessible. C'est vraiment une tentative de construire un bout de théorie littéraire autour de ce que peut être le pluralisme en littérature, donc au-delà de l'expression de voix différentes à l'intérieur d'un même roman, mais pas seulement de voix, mais de philosophie de la vie différente, et d'arriver à quelque chose. Et pour faire ça, Vincent Message s'est appuyé sur une lecture très précise, mais en même temps très réjouissante, de 5 auteurs vraiment majeurs, des auteurs que parfois on a un peu peur à aborder. Donc si vous les connaissez déjà, c'est précieux parce que ça vous dit plein de choses sur ces auteurs qui sont vraiment passionnantes, et si vous les connaissez pas, ça donne extrêmement envie de les découvrir. Donc ils sont Carlos Fuentes, Salman Rushdie, Robert Musil, Édouard Glissant, et j'en oublie toujours un, évidemment, et Thomas Pynchon, en plus lequel j'oublie, voilà. Et donc c'est à la fois très très précis et très engageant au plan littéraire, en même temps c'est relié à des questions de philosophie, notamment la philosophie pragmatique, il y a des questions de philosophie politique, et c'est absolument passionnant, et ça donne envie de lire plein d'autres livres, ce qui est une des choses les plus chouettes d'un bon livre. Voilà. Et donc ensuite, les saisons de Louvre-Pleine. Les saisons de Louvre-Pleine, alors c'est quelque chose de très étonnant. On pourrait croire que ça parle en fait d'une histoire de cité de banlieue. Et en fait, c'est complètement autre chose. Il faut imaginer une jeune Algérienne qui débarque en fait de Laghouat. Laghouat, c'est en Algérie, c'est au bord du désert. C'est l'une des dernières oasis avant de plonger vraiment dans le Sahara. Elle vient en France rejoindre en fait son mari qui 3 ans plus tôt est venu un peu préparer le déplacement et tout dans une banlieue, donc à Louvre-Pleine, et puis il a disparu. Impossible de mettre la main sur lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et donc elle va peu à peu découvrir la vie de cette cité, et tout ce qui est vraiment remarquable, c'est que découvrir ce que peut être une banlieue un peu dure, ou pas d'ailleurs, c'est un des enjeux française, mais vu par le regard d'une Algérienne qui n'a pas évidemment les codes techniques pour lire en fait ce qui se passe, on a en fait une espèce d'anthropologie sauvage qui dit pas son nom, qui est super drôle et en même temps très émouvante, très malicieuse. Qui est un peu à l'opposé de ce que fait Charles Robinson dans Les Cités, où lui il utilise un anthropologue professionnel qui est mis au service en fait de la ville pour faire une étude professionnelle de la cité. Là, c'est complètement amateur et c'est magnifique. Et alors curieusement, il y a évidemment aucun rapport avec Les Hommes couleurs, mais on retrouve par moments le fait que des éléments qui tous sont complètement rationnels
mis bout à bout, finissent par créer un climat bizarrement fantastique, assez irréel en fait, et on se laisse emporter par ça, et c'est vraiment un excellent roman. Et enfin, des Fêtes des maîtres et possesseurs, bon, je vais en parler très brièvement parce qu'on en a parlé en janvier dernier, puisque Vincent était venu nous en parler, qui nous avait de toute façon spoilé toute l'histoire, donc en plus c'est terrible. Bon, enfin bon, si vous voulez savoir ce que ça peut, enfin essayer de comprendre et de penser la différence finalement entre pourquoi on se permet des choses vis-à-vis des animaux et certains types d'animaux et pas d'autres et pas aux êtres humains, les frontières en fait entre qu'est-ce qu'être un animal, qu'est-ce qu'être un animal, c'est quoi un animal de compagnie, c'est quoi un animal d'élevage, et finalement que veut dire tout ça pour l'humanité. Vincent Lesage a trouvé une façon incroyablement astucieuse par un détour science-fictif et philosophique, mais qui reste un roman, et un roman assez haletant, de nous faire toucher du doigt ces choses-là, tout en ne nous faisant pas une conférence, mais en nous faisant vivre un vrai roman, avec également un vrai thriller, quoi, de policier à bien des égards, et de science-fiction. Voilà, donc c'était sous contrainte d'un peu de temps, mais en tout cas c'est des romans et un essai qui sont vraiment de très très belles choses. Et avec les 7 qui ont été présentés, je pense que vous aurez évidemment saisi qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez là de quoi satisfaire absolument n'importe qui dans le spectre de vos connaissances, depuis effectivement le grand-oncle ou l'oncle climato-sceptique, jusqu'à la petite nièce malicieuse. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut là, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, et merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Bravo.